OK, alors juste une autre petite section pour vous aujourd'hui. La section 10.2, les réactions de neutralisation et le titrage acido-basique. Donc, avant de commencer ceci, je veux juste faire un recap de qu'est-ce qu'on a vu hier. Alors, on a vu premièrement qu'un acide, selon la théorie de Bronsted-Lowry, est une espèce qui va perdre des ions hydrogène, tandis qu'une base est une espèce qui va gagner des hydrogènes. Donc, on a vu des acides forts et des acides faibles et des bases fortes et faibles. Donc, des acides ou des bases fortes se dissocient complètement dans l'eau. Tandis que des acides ou des bases faibles ne se dissocient pas complètement dans l'eau. On avait vu aussi deux types d'acides forts. Tes oxacides, qui sont tes acides qui possèdent des oxygènes. Et on a aussi vu des acides binaires, qui sont tes acides possédant un hydrogène plus un halogène du tableau périodique, donc ton chlore, ton iode et ton brome. Sauf ton HF, ton acide fluorhydrique, ceci est actuellement un acide faible. Donc, pour les bases, on a vu que tes bases fortes sont tes métaux alcalins plus alcalino-terreux, alcalino-T, je vais écrire, plus ton ion OH, par exemple, LiOH, NaOH, BaOH2, MgOH2, ce sont tous des bases fortes. N'importe quelle autre espèce qui ne tombe pas en dessous des oxacides ou des acides binaires sont des acides faibles. Toutes les autres bases qui ne font pas partie des catégories métaux alcalins, métaux alcalino-terreux plus OH sont des bases faibles. Donc, si vous mémorisez simplement les acides et les bases fortes, vous pouvez assumer que n'importe quelle autre molécule est un acide ou une base faible. Lors de la dernière leçon, on a parlé plutôt de comment réagir un acide ou une base lorsqu'on la place dans l'eau. Donc, on a vu que lorsqu'un acide est placé dans l'eau, ceci produit des ions hydronium. Et lorsqu'une base est placée dans l'eau, par exemple le NH3, on va parler de cette base faible-là, on produit des ions OH-. Alors, ceci est ce qui caractérise le pH de ta solution. Donc, si tu as un surplus de H3O+, dans ta solution, ton pH est moins que 7 et ta solution est acide. Si tu as plus d'ions hydroxyde dans ta solution, ton pH devrait être plus grand que 7 et ta solution est considérée comme basique. Alors, ça, c'est le comportement d'un acide ou d'une base dans l'eau. Cependant, un type de réaction spéciale entre un acide et une base s'appelle une réaction de neutralisation qu'on démontre ici. Donc, tu as HCl, ton acide, et KOH, qui est une base. Alors, ce sont tous les deux des espèces fortes. HCl est un acide fort parce que c'est un acide binaire. KOH est une base forte parce que c'est un métal alcalin combiné avec un OH. Donc, ton acide fort et ta base forte. Et un acide puis une base ensemble produisent de l'eau et un sel. Dans ce cas ici, le KCl. Donc, un sel est vraiment n'importe quel métal et non-métal combiné ensemble. C'est une espèce ionique. Alors, un acide fort et une base forte donnent toujours une solution neutre. Okay? Alors, dans ce cas ici, on a un acide fort et une base forte qui vont réagir pour produire une solution qui a un pH d'environ 7. Si les quantités molaires sont équilibrées, tout l'acide et la base se neutralisent. Donc, si tu as 2 moles de ceci, je vais changer de couleur, donnez-moi une seconde. Si tu as 2 moles de HCl et 2 moles de KOH, ces deux espèces vont se neutraliser. Donc, tu vas finir par former une solution qui a un pH d'environ 7.
Donc, on peut faire des calculs d'après des réactions de neutralisation. Ceci permet de déterminer la concentration de l'un des réactifs si on connaît celle de l'autre et le volume. Donc, on peut utiliser nos rapports molaires encore pour trouver un inconnu à l'intérieur de notre réaction chimique équilibrée. So, tu trouves le volume d'une solution nécessaire pour neutraliser tout le volume de l'autre. Comme toujours, on travaille avec des équations chimiques équilibrées afin qu'on puisse prendre avantage du concept du rapport molaire. Bon, alors ça sera intéressant. Je vais essayer de mon mieux possible d'écrire la réponse sur ceci. Donc, voici un exemple type. On neutralise un échantillon de 25 ml de solution d'hydroxyde de potassium avec une solution d'acide chlorhydrique à 0,125 mol par litre. Le volume de l'acide chlorhydrique est de 32,86 ml. Détermine la concentration de la solution d'hydroxyde de potassium. Bon, alors, première étape, c'est d'écrire ton équation chimique équilibrée. Bon, là, je viens juste de faire ça. On va effacer ceci. Alors, on a de l'hydroxyde de potassium qui réagit avec du HCl, l'acide chlorhydrique. Alors, un acide plus une base donne de l'eau plus un sel. Donc, le H et le OH se combinent ensemble pour former de l'eau. Le K et le Cl se combinent ensemble pour former ton sel. Alors, on dit que tu as 25 ml d'une solution d'hydroxyde de potassium. Donc, tu as 25 ml de ceci. Avec une solution d'acide chlorhydrique à 0,125 mol par litre. Je vais juste mettre un gros M qui veut dire la même chose que mol par litre. Et un volume de 32,86 millilitres. Alors, on veut savoir la concentration de ceci. Alors, premièrement, est-ce que ma réaction chimique est équilibrée? J'ai un potassium d'un côté, un potassium de l'autre, un chlore, deux hydrogènes d'un côté, deux hydrogènes de l'autre, un oxygène. Alors, mon équation est équilibrée. Étape de 1, check. Alors, afin de faire ce problème, on prend avantage de nos formules qu'on connaît. La concentration est égale au nombre de moles sur volume. Nombre de moles est égal à masse sur masse molaire si nécessaire. Alors, c'est vraiment les deux formules qu'on veut peut-être utiliser dans ce problème ici. Donc, étape numéro 2, trouve le montant de réactif numéro 1. Donc, on a une concentration et on a un volume pour HCl. On a un volume, puis on cherche la concentration de ton KOH. Donc, on voit que le rapport molaire de KOH à HCl est de 1 à 1. Donc, si on peut trouver la quantité de HCl qu'on a, on peut trouver ensuite la quantité de KOH qu'on a. Puis d'après la quantité en mol qu'on trouve pour ton KOH, on peut maintenant prendre avantage de cette formule ici pour trouver ma concentration. Donc, allons-y. Alors, je vais trouver mon nombre de moles de HCl en faisant mon C fois V. Donc, ma concentration fois mon volume en litres, n'oubliez pas. Alors, la réponse pour ceci est de 0,00411075 mol. Donc, on a environ 0,0041 mol de HCl. En voyant que le rapport molaire est de 1 à 1, ceci peut aussi être ma quantité, ou ceci est en fait ma quantité de KOH utilisée. Alors, on a pu trouver ceci à l'aide du rapport molaire. Alors, la question demande « Trouve la concentration manquante ». Donc, on vient de trouver mon N de KOH. On t'a donné dans le problème le volume de KOH. Tu es maintenant en mesure de trouver la concentration à l'aide de notre formule C est égal à N sur V. Alors, allons-y. Ta concentration sera ton nombre de moles divisé par ton volume. On vient de déterminer le nombre de moles de KOH à l'aide du rapport molaire.
et on va diviser ceci par le volume de KOH, 0,025 litres. Ceci est égal à, laisse-moi juste sortir ma calculatrice, 0,0041075 divisé par 0,025. La concentration molaire de KOH est de 0,1643 mol par litre. Alors voilà, on vient de trouver la concentration de KOH à l'aide de la concentration et le volume de HCl. Alors si je veux juste résumer rapidement mes étapes. Premièrement, j'ai écrit ma formule chimique équilibrée et j'ai organisé mes données en dessous de chaque espèce. Ensuite, j'ai cherché ce que je cherche ma concentration de KOH. À l'aide d'une concentration et d'un volume de HCl, on peut insérer ces données dans ma formule de concentration afin de trouver le nombre de moles d'HCl qui participent à ta réaction. Alors, on a trouvé le nombre de moles d'HCl participant à la réaction. À l'aide du rapport molaire, qui est de 1 à 1, on a pu déterminer que la quantité de KOH est pareille que la quantité de HCl. Cependant, la question nous demande la concentration de KOH utilisée si on a cette quantité ici et un volume de 25 ml. En plaçant ceci dans ma formule C est égal à N sur V, on a pu calculer que la concentration molaire de KOH est de 0,1613 mol par litre. Alors, ceci est une façon de calculer un inconnu à l'intérieur d'une réaction de neutralisation. Il y a une technique de laboratoire que vous allez faire si vous prenez la chimie l'année prochaine qui s'appelle un titrage, qui est une technique de laboratoire qui nous permet de déterminer la concentration d'un acide ou d'une base par une réaction de neutralisation. Donc, ton réactif numéro 1 serait un volume connu et une concentration inconnue. Donc, tu placerais dans ton Erlenmeyer ici une espèce, soit acide ou basique, d'un volume connu. Par exemple, j'ai 10 ml là-dedans. Mais on ne connaît pas la concentration. C'est le but de l'expérience, c'est de déterminer la concentration de ce qu'il y a dans ton Erlenmeyer. Le réactif numéro 2 est ce qui se retrouve dans ce qu'on appelle une burette, qui est d'une concentration connue. Alors, on connaît sa concentration de ce qui est dans sa burette et on peut déterminer un volume d'après une réaction qui va se produire. Donc, tu déposerais tranquillement ce qu'il y a dans ta burette, dans ton Erlenmeyer, jusqu'à temps que tu notes un certain changement de pH. Éventuellement, après d'autres calculs, tu peux déterminer la concentration de ce qu'il y a dans ton Erlenmeyer à l'aide des données obtenues en laboratoire. Alors, c'est pas trop important de savoir comment ça se fait tout de suite, mais c'est juste un petit FYI pour ceux qui planifient peut-être prendre chimie l'année prochaine. Encore lors de la dernière leçon, on a touché un peu sur ce que c'est un indicateur acido-basique. On utilise ces espèces-là particulièrement durant un titrage. Donc, on utilise le point de virage d'un indicateur acido-basique. Le point de virage, c'est le point où est-ce que ton indicateur change de couleur. Donc, lorsqu'on a utilisé la phénophtaléine, on savait que le point de virage pour ta phénophtaléine était à un pH d'environ 8. On commençait à avoir un changement de couleur. Le plus que ta solution est basique, le plus qu'elle devient rose. Donc, un volume minimal peut changer rapidement la couleur de ton indicateur. So, si tu as un pH de 7, tout d'un coup, tu ajoutes un peu plus de ta base, tu es rendu à un pH de 8 ou 9, ta solution devient rose. Donc, ceci peut se produire assez rapidement. Le point d'équivalence durant un titrage, c'est plus ou moins le point où est-ce que tu as la même quantité d'acide et de base. Alors, dépendamment de est-ce que tu as de la base ou l'acide dans ta burette ou l'acide ou la base dans ton Erlenmeyer, le point où est-ce que ton indicateur change de couleur ou le point de virage est aussi la même chose que le point d'équivalence, qui est le point où est-ce que la quantité de ton acide est égale à la quantité de ta base. Donc, tu devrais choisir ton indicateur pour un titrage d'après les réactifs dans ton titrage. Alors, comme j'ai dit, inquiétez-vous pas trop si vous ne comprenez pas entièrement qu'est-ce qu'un titrage. Vous allez en savoir plus l'année prochaine. Juste savoir, c'est une expérience de laboratoire qui permet de trouver une concentration d'un inconnu à l'aide d'une réaction de neutralisation et d'un indicateur acido-basique.
Alors, voici vos devoirs par rapport à cette section-ci. Lors de mon retour, on va revoir les questions ensemble pour la dernière leçon, en plus de cette leçon d'aujourd'hui. N'hésitez pas à m'envoyer un courriel si vous avez des questions, ça ne me dérange pas de vous aider. Par rapport au calcul dans cette section, l'exemple type est dans votre livre qui énumère les étapes très bien. Alors, assurez-vous de vous pratiquer avec les calculs qu'on a vus aujourd'hui. Bye!